Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Info TV au canal 307 sur Canal Plus International. De lundi à vendredi, 10h, 11h52, vous avez justement rendez-vous avec les démineurs de l'information. Analyse, commentaire, décryptage, c'est le triptyque gagnant dans le cadre de nos échanges. Ce matin, nous marquerons un arrêt majeur pour évoquer cette situation de l'heure, mais pas dans le bon sens. Une situation triste. Ici, il s'agit simplement de ces immeubles de plus en plus qui s'effondrent au Cameroun. Comment comprendre le phénomène? Comment expliquer cet état des choses entre une trilogie en termes de responsabilité, le rôle de l'État, le rôle des constructeurs, le rôle tout simplement des promoteurs. Ce matin, on essaiera de comprendre véritablement ce qui se passe dans ce milieu en un mot comme en mille. Nous nous poserons la question de savoir, effondrement d'immeubles en République camerounaise, à qui la faute? Mais avant, on aura fait un tour du côté des kiosques pour avoir la température, la quintessence de l'information parue de ce côté-là. On marquera aussi un autre arrêt pour la dénonciation du jour. Il s'agit de ce fait de société qui vous énerve. Nous avons le courage de le poser sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Si vous êtes en direct sur votre chaîne de télévision Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Je commence par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Bertrand Armel Bama, bonjour. Bonjour, parfait. Merci pour l'invitation. Je salue les millions de téléspectateurs d'Info TV. Bertrand Armel Bama est donc professeur de génie civil. Merci d'être là ce matin. Lorsqu'on dit professeur de génie civil, en quoi consiste votre travail? Notre travail consiste à faire des études, puisque moi spécialement, je me suis spécialisé dans le bâtiment et travaux publics, c'est-à-dire les constructions des bâtiments, les constructions des routes, les ponts et les chaussées. Donc, notre travail consiste à faire des études au préalable avant toute construction. C'est à peu près ce que le génie civil fait. Donc, nous faisons des études avant la construction. Nous proposons même des plans, des conseils aux clients, des plans de maison, des plans de route, également d'autres aspects qui entrent dans le génie civil. Voilà à peu près ce que le génie civil regroupe. Oui, merci beaucoup. Nous allons d'abord prendre une transition et on revient pour la suite du programme. Merci de nous retrouver une fois de plus sur ces antennes d'Info TV. Le temps pour nous, il était question de régler 2 ou 3 choses. Je pense que tout est revenu dans la normale. On va accueillir d'autres invités qui sont venus nous rendre visite ce matin. Madame Sanama Jacqueline, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien, merci beaucoup. Je dois souligner que vous êtes enseignante de formation, ouais, mais également femme politique. Ouais. Vous militez pour les idéaux du PCRN. Avec force. Et comment se porte le parti? Le parti se porte très bien. Il est jeune, mais il est très talentueux, donc je crois que le pays peut lui faire confiance. Vous voulez parler de qui? Ben, tout ce qui croit en l'idéologie de notre parti. On peut faire confiance à qui? Pardon? Ah, vous êtes jeune dans la tête et on doit vous faire confiance. Ouais. Parfois, on a l'impression que les jeunes également de plus en plus déçoivent lorsque on leur confie un certain nombre de responsabilités. Oui, ça peut arriver de par leur immaturité, mais ça dépend de qui les tient la main. Ceux qui doivent tenir la main des jeunes doivent mériter de le faire, parce que sinon les jeunes seront déroutés. Merci d'être là ce matin. Vous allez déminer l'espace avec nous. On va accueillir à côté de vous Madame Mipo Chinko Edith, qui est également parmi nous ce matin. Madame Mipo, bonjour. Bonjour, M. Parfait ici. Comment vous allez? Je vais assez bien ce matin. Je signale que vous êtes architecte de formation. Architecte. Architecte. Comment se porte l'architecture au Cameroun de manière générale?
Vous savez, d'habitude, quand on demande comment va telle ou telle autre chose, on a l'habitude de dire ça se porte comme le Cameroun. C'est-à-dire bien. Bon, si vous croyez que le Cameroun se porte bien, alors l'architecture se porte bien. Alors, si vous croyez qu'il y a des choses... Vous pensez que le Cameroun se porte comment? On constate, hein, avec tout ce qu'on peut voir à travers les journaux, tout ce qu'on peut voir dans la rue, on ne peut pas dire que le Cameroun va très bien. Il y a des choses toujours qui ne vont pas. Mais la question aujourd'hui, c'est comment faire pour que ça aille mieux. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment faire pour que ça aille mieux. De toutes les façons, ce n'est pas tous les jours qu'on voit une dame, une femme dans le domaine de l'architecture. On a longtemps pensé que c'était des métiers réservés aux hommes avec petit H. C'est à tort de penser que l'architecture est un métier réservé aux hommes. Parce que quand vous regardez dans l'histoire de toute l'humanité, vous allez explorer les 5 continents du monde, les femmes furent les premières bâtisseuses. Ah bon? Oui. Donc, vous regardez aujourd'hui que ce à soit... Bâtir quoi? À bâtir des maisons, des édifices? Voilà, des maisons. Si vous regardez, si on est par exemple au Cameroun, vous regardez par exemple dans l'ère culturelle Fambeti avec les Baka, vous allez vous rendre compte que ce sont des femmes qui avaient pour tâche justement de construire, tandis que les hommes allaient à la chasse ou allaient faire des guerres, des conquêtes. Et buvaient le vin de Palme. Je prends l'exemple du palais royal Batoufam, qui est l'une des chefferies les plus visitées au Cameroun aujourd'hui. C'est l'œuvre d'une femme, Mafoka Meigné. Vous allez voir cette architecture sous forme de labyrinthe, mais c'est une femme qui est derrière, même si on n'en parle pas. Vous allez en Afrique de l'Ouest, jusqu'à nos jours, vous allez voir toujours que dans cette architecture qu'on va appeler entre guillemets vernaculaire, les femmes ont joué un très grand rôle. Vous regardez dans l'histoire de la France, vous allez vous rendre compte que même si on présentait les hommes, mais les commanditaires étaient généralement les femmes. Et même si après avoir rendu l'architecture académique, les femmes ont été mises en marche. Et la première femme architecte sera diplômée près de 350 ans après que les hommes sortent des écoles d'architecture. Ce sera une Finlandaise, après on aura une Canadienne, 30 ans après, une Française, 10 ans après. Mais si on regarde dans l'histoire même, on se rend compte que les femmes à la base ont été les premières personnes à bâtir. Parce que quand on regarde, même à la maison, vous allez regarder la gestion de l'espace. La femme a la maîtrise de cette gestion de l'espace. Et si on parle d'architecture donc en tant qu'organisation spatiale, vous comprenez donc que la femme a un rôle important à jouer dans le processus. La femme a donc un rôle important à jouer dans le processus. À votre actif, vous avez abattu combien de maisons, combien d'immeubles? Bâtir combien d'immeubles? C'est une question un peu complexe, mais participer au projet, on ne peut pas compter parce que ça dépend du niveau d'intervention. Quand le client vient vers vous, quand un potentiel client vient, ça peut être peut-être juste pour que vous lui fassiez peut-être une étude architecturale. Et il faut rappeler que l'architecte assurant la maîtrise d'œuvre n'est pas supposé, c'est pas l'architecte qui est l'entrepreneur qui va être sur le terrain en train de construire. C'est pas l'architecte, l'ingénieur qui va faire le dimensionnement et tout ça. Donc, quand on demande à l'architecte, peut-être serait plus commode de lui demander peut-être dans combien de projets est-ce qu'il est intervenu. Parce que même seulement en termes de conseil, quand vous venez me voir, je vous dis, pour acheter peut-être votre terrain, je vous dis non, ce terrain n'est pas bon parce que la zone n'est pas constructive. C'est une participation. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, l'architecte est le médecin de la société. Parce que tout comme à l'hôpital, on a des médecins généralistes, vous allez vers le généraliste et c'est en fonction du diagnostic qu'il pourra vous dire, voilà, allez vers tel... L'architecte, c'est le médecin généraliste. On peut le dire. Entre-temps, on aura les spécialistes. Merci beaucoup. Merci d'être là, madame. Votre expertise apparente nous sera d'un précieux apport dans le cadre justement de ce programme. Nous allons accueillir notre consultant de tout temps et de tous les temps qui est là ce matin. Le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blerugne, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre riche panel ce matin. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être là. Vous êtes heureux de déminer l'espace ce matin avec deux jolies dames. Oui. Et vous êtes face à face. Oui, bien sûr. Mais vous voyez, j'ai vu là du sexisme à rebours. Ah bon? Vous avez recommencé. On appelle ça comme on accuse les femmes de ceci, maintenant on donne tous les privilèges, les femmes ont été premières en tout. Bon, ça va.
Ah, ouais. C'est vous, c'est bon, c'est bien. C'est vous qui avez commencé et tout le reste, n'est-ce pas? Mais les chèvres qui sont allées à la dot de votre mère ont été données par votre père. C'est un proverbe bantou. Oui. Parce qu'il y avait un enfant au village qui avait dit que c'est lui qui a commencé avec l'élevage des chèvres. Qu'avant lui, il n'y avait rien. On dit que mais mon frère, on a compris. Mais les chèvres qui étaient à la dot de ta mère. C'est votre père qui avait donné. Toi, tu n'étais pas encore là. Merci. Cela est-ce que le fait que les hommes, selon par exemple la Bible, soient venus à l'existence avant les femmes, selon la Bible, mais aussi dans beaucoup d'autres traditions. C'est vrai que les femmes sont de grandes bâtisseuses, mais il faut reconnaître, comme Platon le dit dans le livre La République, notamment édition Garnier Flammarion, à la page 210. Il dit ceci, ce n'est pas choquant. Quelques femmes peuvent dépasser quelques hommes en quelques matières, mais en général, la chose se présente comme suit. Les hommes sont supérieurs aux femmes en tout, y compris dans leurs activités de prédilection, telles que la cuisine et le tissage. Nous n'allons pas ouvrir ce débat. Le débat sera ailleurs ce matin. Pierre Blérognier, comme tous les matins, vous nous livrez la citation du jour. La citation du jour, la voici. Si vous arrêtez votre œuvre par peur, sachez que la mission n'était pas la vôtre. Si vous arrêtez votre œuvre par peur, sachez que la mission n'était pas la vôtre. Oui. On peut expliquer un peu. Ouais, ben, si vous vous arrêtez parce que vous avez peur ou parce qu'on vous a fait peur, j'ai parlé beaucoup de chrétienté ce matin. Vous savez, Jésus est venu pour une œuvre. Tout à fait. Et il a commencé à voir qu'on allait le tuer. Mais il n'a pas arrêté. Voilà. Vous êtes jusqu'au boutiste. Non, si vous arrêtez votre œuvre parce que vous avez peur, ça veut dire que la mission n'était pas la vôtre. Si je quitte Jésus-Christ, j'arrive à Ruben ou Miobe. Oui, quelques-uns diront que mais tu le compares à chacun sa culture. Et nous l'appelons Porol, ça veut dire le prophète, comme les autres ont eu leur Porol. Ils savaient qu'on le tuerait. Patrice et Jerry Lumumba savaient qu'on le tuerait. Ils sont nombreux. Mais la peur de la mort ne les a pas poussés à arrêter la mission. Ils sont allés au bout de leur mission, puisque la mort est finalement un gain pour celui qui achève le combat avec victoire. C'est vrai que Nelson Mandela, dans ses éternelles méditations, il parlait justement également de courage et de la peur. C'est une citation que j'aime bien aussi. Il nous faisait comprendre qu'il avait compris, lorsqu'il était en prison, que le courage n'était pas l'absence de la peur, mais c'était la capacité à la vaincre. Tout à fait. Lorsque nous avons dit cela, prenons notre premier verre d'eau. Jean-Claude Fouda, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à votre riche panel et bonjour à tous ceux qui nous regardent à la maison. Théophile Vianney-Biya n'étant pas là ce matin, il sera valablement remplacé par Jean-Claude Fouda pour ce qui est de la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Jean-Claude Fouda, que disent les journaux? Les journaux ce matin, Parfait ici, nous ouvrons évidemment cette deuxième sortie de la revue de presse de ce jour par Info Matin, le journal de Dieudonné Mvan, qui nous plonge là directement sur l'université de Yaoundé 1, qui parle de Fridolin K dans les Sissongo. C'est donc la grande vitrine choisie ce matin par Info Matin. Et le journal de poursuivre qu'attendu ce 25 juillet pour consultation de son dossier disciplinaire. L'enseignant de philosophie a répondu aux abonnés absents. L'homme que des étudiants qualifient de sulfureux personnage a par contre pour son compte et ceux des autres mis en cause, Damaris Mandop et Gaston Ndok,
Tout aussi absent, pendu et publié sur les réseaux sociaux, une curieuse mise au point dont le contenu de la vie de nombreux internautes est incohérent, dit donc le journal, texte dans lequel diversion, mépris, calomnie et insultes se disputent. Par ailleurs, la vedette, donc, c'est en page 9 à découvrir dans le journal d'Info Matin de ce jour. Vous saurez évidemment de quoi est-ce qu'il s'agit en réalité. Nous quittons Info Matin pour retrouver justement le journal Mutation. Les mutations de ce matin parlent plutôt des titres fonciers. La vague d'annulation, c'est la grande vitrine choisie ce matin. Vous pouvez d'ailleurs apprécier la posture du ministre Henri Yiba ici, des affaires foncières du cadastre, qui parle plutôt de l'éclairage du directeur des affaires foncières au MINCAF. Ce sera en page 7 pour en savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Les tenants et les aboutissants sont donc contenus dans les mutations et les mutations de ce jour. L'œil du Sahel de ce jour s'ouvre sur Waraba. Retour au calme après les tensions. C'est la grande vitrine choisie par l'œil du Sahel. Évidemment, il faut parcourir les colonnes de l'œil du Sahel pour en savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous poursuivons avec Cameroun Tribune de ce jour qui revient sur les effondrements d'immeubles. Paul Biya monte au créneau, c'est la grande vitrine choisie par le journal La Capitaux Public de ce jour. Dans un télégramme poursuit le journal officiel adressé hier au gouverneur du littoral suite au drame qui a fait une quarantaine de morts le week-end dernier à Douala. Le président de la République exprime ses condoléances aux familles des victimes et donne donc un certain nombre de prescriptions, ouverture d'une enquête, encadrement des proches meurtris, assistance aux blessés et mise en place des mesures préventives et de garantie de sécurité plus contraignantes en matière de construction. C'est donc un court communiqué qu'il faut lire en page 2 du journal La Capitaux Privé. L'information est donc reprise dans le quotidien de ce matin et cette fois-là, il s'agit d'effondrement d'un immeuble à Douala. La compassion du chef de l'État, c'est le titre choisi ce matin par le DP Jules Brice Ngaba qui revient tout aussi sur ce communiqué exprimant la compassion du chef de l'État. Nous poursuivons par le messager de ce jour, sinistre de Ndogbon. Il s'agit cette fois-là de faire le diagnostic, mais il s'agit du mauvais diagnostic, c'est le titre choisi donc par le messager de ce jour. Attendu sur le terrain de la prévision, le gouvernement s'empresse d'instruire une vaste campagne de recensement des constructions présentant des risques d'accident. C'est donc sur cette actualité que précise donc le messager de ce jour qui lutte plutôt par de mauvais diagnostics. Nous poursuivons par le jour de ce jour qui lui plutôt se lève sur la douane et cette fois-là il s'agit de 600 milliards de francs CFA collectés en 6 mois. Une information évidemment qui relève des prouesses. Poursuit le journal, c'est que révèle l'administration douanière dans un communiqué le 24 juillet 2023. De quoi est-ce qu'il s'agit? Les tenants et les aboutissants sont contenus dans les colonnes de le jour de ce jour que nous quittons pour retrouver les repères de ce jour. Et cette fois-là, il s'agit du port de Douala Bonaberi. Le terminal de pêche bientôt réhabilité. C'est le titre choisi ce matin par ce journal et poursuit. Le port autonome de Douala et Douala Port Fishing Terminal ont signé le 24 juillet 2023 une convention pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures et superstructures du port de pêche qui date donc de l'époque coloniale. Une fois livré, le chantier pour un coût estimé à 131,2 milliards de francs CFA. Les activités liées aux nouvelles installations de traitement et de conservation des produits halieutiques et la maîtrise donc de la chaîne de froid portuaire en phase avec les normes et standards internationaux couvriront environ 28% des besoins en protéines halieutiques du Cameroun. Nous quittons repère pour retrouver justement Actu Info de ce jour qui parle plutôt de Jean-Claude Lundu, sous-préfet de Magba, qui se confie au journal ce jour et de préciser donc les difficultés de cohabitation Bamuntika à Magba ne sont que la traduction de la cohabitation qui n'est pas toujours facile entre les minorités et les majorités. C'est donc une citation de Jean-Claude Lundu qui est donc le sous-préfet de Magba. Et nous quittons donc Info Actu de ce jour pour retrouver l'économie, le quotidien. Et c'est à ce niveau que nous mettons un terme donc à cette revue. Classement BGFI, première banque de la zone CEMAC, c'est le titre choisi ce matin par l'économie, le quotidien, donc l'économie et de poursuivre. Donc, elle figure parmi les 30 banques africaines à fort impact régional
selon le journal Financial Afrique. C'est donc des informations à découvrir dans les colonnes de l'économie quotidienne de ce jour. Parfois ici, c'est ici que nous mettons donc un terme à cette revue, la deuxième sortie donc de la journée. Et tout en interpellant les uns les autres de ne pas rester des simples titrologues, il faut se rapprocher des kiosques à journaux, acheter le journal pour en savoir davantage. Et on aura contribué à aider ces directeurs de publication là qui soufflent le chaud et le froid. Le journal ne coûte que 400 francs et c'est moins que le prix d'une bière. Merci Jean-Claude Fouda pour cette revue de la presse. Vous ne partez pas à 19h journal en anglais, 20h journal en français. Un fait saillant de l'actualité à développer? Parfait, ici nous parlons de journée mondiale de la jeunesse et donc la rédaction a choisi justement de se plonger dans cette actualité. Aujourd'hui, on fait le procès de la jeunesse et donc il est question aujourd'hui de faire un regard croisé. Quel est le regard que les adultes portent sur la jeunesse aujourd'hui? Et à côté, on va aussi demander aux jeunes, évidemment, ce qu'ils réclament, ce qu'ils pensent, peut-être pas des vieux. Maintenant, est-ce qu'ils se sentent suffisamment encadrés, non seulement par les institutions, mais en même temps aussi par ces adultes-là qui sont supposés leur montrer le chemin à suivre? Est-ce qu'aujourd'hui encore, les jeunes ont encore de vrais repères? Ce sont des questions auxquelles on devra répondre justement au journal de 19h et 20h. Aussi, Jean-Claude, que les jeunes de maintenant sont devenus trop impolis, désobéissants, arrogants envers les vieux. Les vieux pourtant qui ont vécu. Bien entendu, ce sera l'objet évidemment du dossier de la rédaction de ce jour, parce qu'il sera question évidemment de mettre au goût du jour évidemment un papier de fond qui saura quand même jeter un regard observateur de façon objective sur cette jeunesse-là aujourd'hui. Il y en a qui estiment que davantage est brillée par la chicha, les partous, les crimes et tout le reste, la facilité. Mais est-ce que cette jeunesse, est-ce que cette jeunesse-là n'a pas à côté quand même celle-là qui sortait du lot? Est-ce qu'il n'y a pas une bonne jeunesse qu'on devrait quand même mettre en exergue pour servir de repères? Ce sont autant de questions. Vous avez demandé si la jeunesse a encore des repères, c'est ça? Oui. Mais bien sûr. Il faut donc mettre en exergue ces repères-là. Vous connaissez ces repères? Je vous écoute. Les influenceurs et influenceuses. Ça se passe de commenter dans tous les cas. Jean-Claude? Parfait ici. Si TVB n'est pas là demain, on se dit à demain 10h. On se dit à demain et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Alors, un fait saillant à notre niveau nous a intéressé lorsque Jean-Claude nous livrait la quintessence de l'information parue en kiosque. Je vous emmène du côté du ministre Henri Eyebe Aïssi, selon le journal Mutation, du frère et confrère Boyomon, la vague d'annulation se poursuit. Et là, nous sommes en plein cœur des titres, dans le domaine du titre foncier. Au Cameroun, la vague d'annulation se poursuit. Ça tombe bien, hein, comme nous avons quand même sur ce plateau ce matin, les professeurs de génie civil, des architectes. Lorsqu'on parle du titre foncier, vous n'êtes pas très loin de vos domaines de prédilection. Je commence par Bertrand Armel Bama. Bertrand Armel, le titre foncier, ce document est devenu également un vrai document à problème dans notre République, au Cameroun. Selon vous, qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait autant de disputes, autant de tapage autour du titre foncier, au point où le ministre en charge justement des affaires foncières au Cameroun est obligé d'annuler plusieurs titres fonciers de plus en plus? Merci, parfait. Cette affaire de titre foncier fait vraiment grand bruit. Le titre foncier, c'est d'abord quoi? C'est un document qui te confère la légalité, le droit sur un terrain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lors de l'immatriculation de certains terrains? La commission qui descend sur le terrain ne respecte pas la procédure. Il y a un manque de respect au niveau des textes qui encadrent l'immatriculation des terrains. Ce qui peut donc pousser le ministre plus tard à revoir cette copie-là. D'autres vont jusqu'à faire ce qu'on appelle l'immatriculation directe. Or, pour faire une immatriculation directe, il faut avoir un certain âge. Il y a une loi qui régit cette immatriculation-là. Mais vous voyez, quelqu'un de 35 ans a déjà un titre foncier, il a une immatriculation directe. Il fait comment pour avoir l'immatriculation directe? C'est parce qu'il y a eu corruption des agents du cadastre. Il a donné le pot de vin au chef du cadastre, au chef des affaires foncières. Et directement, les gars ont bafoué, ils ont sorti un truc. Et plus tard donc, lorsqu'il y a vérification, on constate que réellement, la procédure n'avait pas été respectée. Parfait, d'autres vont même plus tard.
Parce que moi, mon papa d'abord a été chef service des affaires foncières, donc je parle là en connaissance de cause. Le chef du village qui fait partie de la commission, parfois, est souvent mis de côté. Parce que c'est lui qui maîtrise exactement que c'est la limite de tel là-bas, le chef du village. Parfois, lorsque ces gens arrivent, ils prennent plutôt le chef de canton. Il vient s'asseoir, il prend quelques pots de vin là et il signe. Vous voyez donc que plus tard, lorsque un membre de la famille, je vais vous raconter une histoire, le cas de Douala, je connais quelqu'un dont le papa a dit, prends ma carte d'identité, tu introduis dans les différents documents qu'on demande au cadastre. Le gars part plus tôt. Il met la carte d'identité de son papa de côté. Il introduit plutôt sa carte d'identité. Et le titre foncier sort en son nom. C'est une famille polygamique. Vous voyez donc que lorsque un tiers est lésé, je dis, lorsqu'un tiers, c'est-à-dire peut-être le frère ou la sœur du gars a été lésé lors de cette immatriculation, il peut faire recours auprès du ministre du cadastre des affaires foncières et ce titre foncier-là sera annulé. Dans le cas de Yabassi, on a annulé près de 900 titres fonciers. Et vous allez toujours voir que tout cela va toujours dans le sens où un tiers a été lésé, ou la procédure d'immatriculation n'a pas été respectée. Donc voilà dans les cas où on peut annuler un titre foncier. Et parfois même lorsque la parcelle ne t'appartient pas, parce qu'il y a des gens qui vont titrer les terrains des autres. Et parfait, c'est déplorable de voir un même terrain avec 5 titres fonciers. Mais qui a apposé ces signatures? Ce sont toujours ces chefs services du cadastre des affaires foncières qui font ce mauvais travail. Merci beaucoup, hein. Madame Sanama, Jacqueline, nous parlons là du titre foncier, ce papier pourtant qui revêt une importance particulière, mais depuis un certain temps est marchandé, est source de beaucoup de tripatouillage. Quel est votre regard sur cet aspect du titre foncier au Cameroun? Mais c'est une désolation. Une désolation parce que je crois que M. Cabral-Lebby a eu à développer ce sujet lors de leurs travaux des députés à l'Assemblée nationale. Ça a fait le tour, je crois que beaucoup de personnes avaient suivi, où il montrait étape après étape de comment un Camerounais peut souffrir pour avoir ce document. Pourtant, il en a droit. Ce précieux document. Ce précieux document. Il disait, vous avez l'impression que c'est facile de l'avoir, mais vous ne savez pas comment et combien un Camerounais lambda, les étapes qu'il doit traverser pour arriver à l'obtenir. Parfois, il arrive même qu'il puisse vendre tout ce qu'il a pour pouvoir arriver, parce qu'à chaque étape, on va lui demander ceci, on va lui demander cela, et avant d'arriver au sommet, il est devenu plus pauvre qu'il n'était quand il partait le demander. Pourtant, il en a besoin parfois pour hypothéquer, c'est-à-dire pour avoir peut-être du crédit ou même simplement à la banque, protéger son terrain. Protéger son terrain, le léguer à sa progéniture. Au moins, quand on n'a pas de l'argent, on a au moins où semer son petit manioc, son petit macabo pour que les enfants ne volent pas. Mais même cela, les Camerounais ne peuvent plus avoir. Pourtant, nous avons des forêts, nous avons des espaces qui sont les nôtres. Mais comment faire pour les rendre officiellement un bien qui nous appartient, pour que quand l'État veut le prendre pour utiliser ou quelqu'un d'autre, qu'on puisse officiellement prouver que cette parcelle de terrain m'appartient. Je crois que c'est à ce niveau que l'État doit veiller à ce que les Camerounais rentrent dans leurs droits. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niamek, le ministre Yebahisi, qui est donc en charge de cet aspect des choses au Cameroun, a tout simplement décidé depuis quelques mois de frapper la main sur la table. Et voilà pourquoi ce matin, Mutation parle de cette vague d'annulation des titres fonciers frauduleux. J'ai mené des enquêtes sur le parcours de M. Yebahisi. Oui. J'ai découvert qu'il était major de sa promotion à la sortie de l'ENAM. Et j'ai essayé d'étudier son parcours depuis qu'il est dans l'appareil gouvernemental. Je peux dire qu'il travaille assez bien. Il a d'ailleurs été à un moment donné l'un des plus jeunes ministres du Cameroun. Ouais. Maintenant, je vais lui donner un conseil. Oui. Annuler le titre foncier, c'est bien.
Mais suspendre les responsables qui ont favorisé les fraudes, c'est encore mieux. C'est mieux. Parce que son ministère est l'un des plus corrompus du Cameroun. Oh là là. Non, pas du fait du ministre, c'est depuis longtemps. Le professeur qui est assis à côté de vous vous a dit que son père était chef service des cadastres. Je dévoile ici un secret, son père est le petit frère de ma maman. Ah bon. Donc, je suis resté très proche de son paternel à l'époque. Lui, il était encore tout petit. J'ai donc vu souvent son père en bataille avec d'autres collègues, parce que c'est divisé en plusieurs branches. Vous avez le conservateur foncier, vous avez le chef service des domaines, vous avez le chef service des cadastres, et ainsi de suite. Ce domaine est l'un des plus corrompus au Cameroun. C'est grave. Et donc, le ministre ne fait pas suffisamment de mal, ou bien ne rend pas suffisamment justice à toutes les victimes. On suspend le titre foncier. La première victime, c'est aussi celui-là ou celle-là qui a favorisé un certain nombre de mauvaises pratiques. Mais il faut, parce qu'il y a quelqu'un qui signe, il faut remonter jusqu'à celui-là et le frapper lui-même. Il faut relever de leur fonction tous les mauvais conservateurs fonciers. Ces gens sont dangereux. Il vous a parlé d'immatriculation directe, il est allé très vite. Nous sommes pédagogues. C'est quoi l'immatriculation directe? Voilà. Parfait Haïti est né après 1974. Parfait Haïti n'est pas éligible dans l'immatriculation directe. Il faut déjà le savoir. Exactement. Vous n'êtes pas éligible. Donc tous les gens qui font des immatriculations directes nés après 1974 sont des faux titres fonciers. Vous voyez déjà un premier critère. Donc on n'étudie même plus. L'immatriculation directe signifie que les terrains que vous avez en colo 20, vous dites que ce sont vos terrains, vous n'y avez rien fait, vous n'avez pas fait ce qu'on appelle la mise en valeur. Et vous venez dire que qu'on reconnaisse que ces terrains sont les terrains de Parfait Haïti et toi, et non de monsieur et toi, votre père, qui lui est né avant 1974. Lui n'a pas besoin de la mise en valeur pour faire l'immatriculation directe. Donc, si vous voulez immatriculer les terrains d'un colonne 20, c'est au nom de papa et toi, qui est le seul à être né. Et quand on est né avant 1974, ça veut dire avoir aussi avant 1974 l'âge qui vous permettait déjà d'acquérir quelque chose, et non pas d'hériter. Vous voyez ça? La plupart des gens qui se plaignent là disent souvent non, mon frère, laisse, on va gérer. Quand le titre foncier va sortir, on va gérer. Maintenant, deuxième chose, la mise en valeur. Les gens qui sont des gourmands fonciers, vous voyez quelqu'un qui achète 200 hectares de terrain, il ne peut pas les mettre en valeur. Il fait une descente, il fait une petite mise en valeur quelque part. Il fait une descente avec la commission. Et il dit à la commission de constater la mise en valeur de 200 hectares. Comprenez bien. Ça, c'est le faux. C'est le faux. On constate donc la mise en valeur de 200 hectares. Comme il ne peut pas occuper les 200 hectares, d'autres personnes commencent à utiliser des portions de ce terrain. Quand on lui conteste le titre foncier, il sort son titre foncier, mais les mises en valeur appartiennent à d'autres personnes. On entre donc, on constate qu'on lui avait fait une immatriculation indirecte, alors qu'elle devait être une immatriculation directe. Pour acquérir le terrain dans ces conditions, il aurait dû convaincre les populations ou accompagner les populations, les riverains, à obtenir une immatriculation directe et à lui vendre le terrain sous d'autres formes. Il n'est pas. Donc, les gens veulent seulement s'accaparer des terrains partout où ils courent. Donc, l'affaire là ne concerne pas tout le monde. Soyez tranquille, si votre titre. Donc, on ne va pas pleurer le deuil de quelqu'un. Donc, vous qui courez seulement, dès qu'on est à un terrain, même pas immatriculons. Non. Bon, monsieur Eyeba ici, continue d'annuler les faux titres fonciers. Maintenant, pour chuter par rapport à ce que la dame du PCRN a dit, effectivement, nous souffrons d'une double pénalité. On prend le droit français, on mélange au droit coutumier et on se perd. Il faut dire qu'il y a une ambiguïté dans l'affaire. Les terrains appartiennent aux gens. Les terrains appartiennent à l'État. Non, arrêtez de dire cette affaire. Puisque quand on vous parle par exemple d'immatriculation directe, c'est d'abord les autochtones qui peuvent. Comment on peut dire une chose et son contraire? Le PCRN a fait cette proposition. Permettez aux autochtones d'immatriculer facilement leurs terres. Laissez vos gens du ministère là qui viennent voler les terrains des gens. La plupart des gens qui travaillent dans ce ministère ont 100 titres fonciers sous de faux noms
Ainsi, ils arrivent, ils disent, je vais te faire immatriculer ça dès que tu as le... Ils sont partout. Leur gourmandise foncière fait que le pays est en labo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Blériot. On retient que leur gourmandise foncière fait en sorte que le pays soit en lambeaux. Prenons aussi l'avis de Madame Mipo. Madame Mipo, vous qui êtes architecte, probablement que vous avez souvent eu des problèmes de titres fonciers sur le terrain, même si ce n'est pas fortement lié en votre qualité d'architecte, mais lorsque vous êtes en train de vouloir procéder, vous êtes en train de vouloir effectuer un travail quelque part sur le terrain. Oui, effectivement, on fait toujours face à ce problème sur le terrain. Vous savez, dans les grandes villes, avec la spéculation foncière, on ne peut pas vous dire que on peut travailler sans faire face à ces conflits, ces difficultés, soit d'obtention de titres fonciers, soit de multiples ventes, et qui amène toujours à avoir des problèmes. Mais il faut tout de même mentionner, comme le copanéliste a dit tout à l'heure, je me demande toujours comment est-ce qu'un Camerounais peut avoir 1000 titres fonciers, parce que j'ai vu des gens célébrer leur 1000e titre foncier. 1000 titres fonciers. C'est ça la gourmandise foncière. Justement. Je pense un seul Camerounais. Un Camerounais qui célèbre son 1000e titre foncier. Voilà. Vous voyez que c'est un problème. Donc, le ministre fait bien de procéder à l'annulation de certains titres fonciers, mais le plus important ici, c'est il faut trouver une solution durable. Parce que ça ne servira à rien d'annuler les titres aujourd'hui et peut-être demain qu'on ait un autre ministre qui va peut-être procéder autrement, ou bien alors qui sont les acteurs autour de l'établissement de ces faux titres fonciers. Il faut vraiment frapper. La loi est difficile, mais elle reste la loi. Je pense que si on n'y arrive pas, on sera toujours dans un perpétuel recommencement. Parfait. Merci. Si tu quelques secondes, Pierre Blériot. Ceux qui se croient lésés, le ministre n'est pas tout puissant en matière foncière. Il y a le tribunal administratif. Ceux qui se croient lésés, parce qu'effectivement, le ministre est un homme. Il peut commettre des erreurs aussi en annulant un titre foncier. Il peut avoir été mal orienté. Si vous vous sentez lésé, vous faites déjà un recours auprès du ministre lui-même. Si le ministre ne réagit pas favorablement, vous estez le ministère auprès du tribunal administratif. Le tribunal administratif peut ordonner qu'on restitue à quelqu'un son titre s'il a été lésé. Très bien. Voilà. Mais de manière générale, nous allons dire que le ministre Henri Yébaïssi, depuis qu'il est quand même à la tête de ce département ministériel, il se bat corps et âme pour rétablir véritablement l'ordre et surtout la justice de ce côté. La malchance qu'il a et qu'il est dans un domaine très compliqué surtout en ce moment au Cameroun, et je pense qu'on se comprend très bien. Quelqu'un m'a parlé tout à l'heure qu'il y en a une catégorie qui ont une gourmandise foncière. La gourmandise foncière. Je prends un autre verre d'eau. L'énonciation restera ce fait de société qui vous énerve. Si vous êtes victime d'abus dans votre quartier, dans votre ville, dans votre localité, dans votre pays, une seule adresse Info TV. Nous pensons que les abus, il faut les combattre. La dénonciation de ce jour est l'œuvre de Pierre Blériot. Alors, ce jour, je suis la voix d'un monsieur, un jeune homme, qui dénonce sa maman. Ce jeune homme est orphelin depuis que lui, il a 8 ans. Il a un grand frère et des petites sœurs et frères. Depuis l'âge de 8 ans que son papa est décédé, la maman a été contrainte à retourner dans sa famille à elle. Elle a été accueillie par son petit frère, donc l'oncle du jeune homme, lequel s'est occupé de tous les enfants de sa grande sœur, leur payant des écoles comme il le fallait, avant ses propres enfants parce qu'il n'en avait pas encore. Ensuite, il en a eu, mais il s'est occupé de ses neveux, des enfants de sa grande sœur, comme si c'était les siens. Il les a envoyés dans les meilleures écoles possibles et tout le reste. Il a ouvert un commerce à sa sœur, il lui a donné des portions de terre. Sauf qu'il a acquis, sans avoir la boulimie foncière de certains, il a acquis quand même beaucoup de terres. Malheureusement, après l'oncle est décédé et sa grande sœur a décidé d'arracher les terres aux enfants de son petit frère. Incroyable. Ce jeune homme qui vient dénoncer sa maman s'y est opposé et sa maman l'a maudit. Parce qu'il est allé témoigner
au tribunal Contre sa mère. contre sa maman, disant que les terres sont bien les terres de son feu oncle. Comme c'est sa maman qui conservait la documentation et autres, elle avait commencé à en vendre beaucoup. Le jeune homme a dit la vérité. Et déjà devant le sous-préfet, ça a commencé à ce niveau. La maman s'est déshabillée, la maudit, ainsi de suite. Et donc, voilà la situation qu'il vit aujourd'hui. Par la suite, il a perdu son emploi et beaucoup de choses ne vont pas dans sa vie. Il voudrait que les démineurs se penchent sur sa situation et lui donnent des conseils. C'est vrai que pas très loin de mon village, hein, il y avait une maman là que je qualifie de maman sorcière. Elle avait l'habitude de maudire une de ses filles. Et apparemment, je ne sais pas comment on maudit, mais parfois chez vous les Bantous, quand on maudit, je vois qu'il faut toujours monter. On se lève le cabas, on enlève le sous-vêtement, et on se courbe et on montre le postérieur à la personne que vous êtes en train de maudire. Et dès que la maman faisait ça à l'endroit de l'enfant, l'enfant aussi s'est déshabillé et elle se maudissait sa mère. Ça nous... Équilibre des forces. Madame Sanama, votre regard, votre commentaire sur cette dénonciation qui est posée sur la table. Mais c'est très touchant. En principe, la femme doit donner la vie. Ça, c'est mon avis. La femme donne la vie et ne devrait pas la détruire. Donc, une maman qui maudit, c'est vrai, la maman, on peut être dans des colères. Nous avons des enfants, parfois on sort des paroles de colère. J'ai dit souvent des paroles de colère. Tout à fait. Mais après, on dit Seigneur, il ne faut pas écouter tout ce que j'ai vomi là. On peut se ressaisir. Voilà, on dit Seigneur, il ne faut pas écouter tout ce que j'ai vomi là, j'étais en colère. Et puis on arrange tout avec. Mais sauf que, sans toutefois vous interrompre, pour les initiés, tout ce qui sort de notre bouche, il faut faire attention. Si vous avez déjà dit, et vous revenez quelque temps après, vous dites, oh, bon Seigneur, excuse-moi pour tout ce que j'ai dit là tout à l'heure, on ne sait pas. Peut-être que ce que vous avez dit là aura forcément déjà de l'effet. Oui, parfois, ici, ce que vous dites, c'est vrai, mais les intentions. Le bon Dieu est assez miséricordieux pour que on reconnaisse que ce qu'on a dit n'était pas bien et qu'on l'annule. On peut l'annuler. C'est pour cela que si on demande à cet enfant, par exemple, de rentrer voir sa maman, pour dire que les terrains sont les terrains. Non. Pour demander d'abord pardon pour ce que la maman considère comme trahison. Attends, que la maman demande, que le garçon demande pardon. Parce que pour le moment, la maman a émis des paroles qui sont mauvaises et qui sont en train de jouer sur l'enfant. Et le garçon doit demander quel pardon. Vous êtes sûr que c'est ça qui joue sur l'enfant? Mais puisque nous avons parlé, il parle de la malédiction. Une malédiction qui n'est pas justifiée, est-ce qu'elle peut tenir? Voilà. C'est ça le problème. Ça peut tenir, mais moi je pense, je crois en la miséricorde. Moi je n'y crois pas. Moi je crois. Je si crois que la femme peut demander pardon. Voilà, vous n'êtes pas pénaliste. Non, je pense que les paroles d'une maman ou d'un papa ont du pouvoir. Ça, je ne peux pas avec ou sans raison. Là maintenant, je crois que ce n'est plus notre niveau là-bas. Ce niveau n'est pas le nôtre. J'indiquerai des réponses. Oui, selon moi, ce niveau n'est pas le nôtre. Mais alors, à votre niveau, vous pensez que le garçon en question doit repartir voir sa maman? Ouais. Il peut revoir sa maman avec des présents. Ça, c'est mon. Et après reconnaître que les terres appartiennent à sa mère. Non, il n'aborde pas le sujet parce que c'est. Il fait donc quoi? Non, je demande d'abord si je suis l'enfant. Je viens elle ne peut pas lui pardonner parce que le problème est encore, elle veut les terrains. Elle veut les terrains, mais non, moi, mon problème, si je suis l'enfant, mon problème ici, c'est récupérer. C'est-à-dire que... Faire annuler les paroles de maman. Et puis maintenant, je dis, pour les terrains, on va arranger. La condition de la maman, c'est de dire que les terrains sont ses terrains. Et après, elle va remettre l'habit sur le corps. C'est de dire que les terrains sont ses terrains. Pour qu'elle enlève la malédiction. Elle va se rhabiller. Bien sûr. C'est là le nœud du problème, Madame Sanama. C'est là le nœud du problème. Je passe la parole à Madame Mipou. Que faisons-nous en pareille circonstance? L'enfant, apparemment, au moment où nous parlons, a même bien perdu son emploi. Oui. Donc on peut soupçonner, je dis bien soupçonner, que c'est du fait de cette malédiction. Alors, que doit faire le jeune homme? J'aimerais d'abord savoir si
il a perdu son emploi à cause de l'acte qu'a posé sa maman. Parce que c'est problématique. Moi, je ne peux pas confirmer que c'est le geste de la maman qui a fait en sorte qu'il perde son emploi. Voilà. Et vous savez, moi, je pense que face à des situations comme celle-là, en tant que personne, on devrait pouvoir aussi faire vivre sa foi ou alors sa conviction. Parce que parfois, quelqu'un peut vous prononcer des paroles de malédiction. Quand vous-même vous y croyez, ça aurait effet. Mais si vous rejetez cela, j'ai vécu une scène comme ça avec mon neveu et son papa lui a dit, je te maudis, et il s'est retourné, il a dit à son père, prends, je te renvoie ça, moi, mais je te maudis. Ouais. Vous voyez un peu. Donc, à peu près comme ce que j'ai raconté tout à l'heure. Et justement, ce jour, nous étions présents et puis on a dit au papa, tu peux pas le maudire. Donc, j'ai dit, face à des situations comme celle-là, il faudrait que l'enfant lui-même d'abord examine. S'il ne se reproche de rien, pourquoi est-ce que les paroles de cette maman devraient avoir de l'effet sur lui? Et moi, si j'étais à sa place, ce que j'aurais fait, c'est aller. Pour moi, les morts ne sont pas morts. Je serais allé sur la tombe de mon oncle et lui parler, lui dire, voici la situation, j'ai besoin. Parce que j'ai voulu donner justice à tes enfants. Maintenant, ma propre mère m'a maudit, qui était ta soeur. Justement, c'est ce que je lui conseillerais de faire. D'accord, voilà le conseil de Madame Mipo. Bertrand Armel Bama, le garçon ne sait plus quoi faire. Entre-temps, la maman tient mordicus, elle tient à ses terres. Que faisons-nous en pareille circonstance? Merci, parfait. Tout d'abord, vous voyez, le jeune homme a dit la vérité et la maman a prononcé des paroles qui agissent sur ce jeune homme. C'est vrai que Madame Mipo est en train de poser une question. Peut-être qu'il faut qu'on ait un complément d'information. Est-ce que c'est forcément à cause de ces paroles que le bonhomme a perdu son emploi? Si le bonhomme était absentéiste au niveau de son emploi, il peut perdre naturellement son emploi. Si le bonhomme a volé dans le cadre de son entreprise, on peut le chasser, ainsi de suite, ainsi de suite. On a besoin d'un complément d'information à ce niveau. Je vais arriver. Vous voyez, on a souvent généralement l'habitude de dire que une malédiction sans qu'il n'a pas d'effet, c'est faux, parfait. Pour ceux qui lisent la Bible, Dieu punit les fautes des parents sur les enfants jusqu'à une certaine génération. Mais ce sont les innocents donc qui n'ont rien fait. Mais à cause du péché de leurs parents, ils vont subir cela. Bon, parfait. Moi, le conseil que je vais donner à ce jeune homme, c'est d'aller rencontrer un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, voire un pasteur, et engager des prières d'annulation, parce que ce sont des paroles qui ont été prononcées. Tout a été fait par la parole, donc les paroles ont été prononcées. Il doit donc prononcer des décrets d'annulation. Pour moi, je vais demander à ce jeune homme. Bien sûr, moi je... Vous êtes un homme des églises réveil, c'est ça? Parfait. Parfait. Oui. Ça, je ne le cache pas. Je suis un chrétien, un vrai. Des églises réveil. Je ne sais pas appeler ça comme vous l'appelez, mais je suis exactement. Oui. Non, parfait, c'est important. Non, alors c'est on a la... C'est comme ça le plateau. On a souvent l'habitude de négliger cela. La dame a dit tout à l'heure, lorsque tu me dis, moi parfait, quand tu me dis, tu vas échouer, je te dis, j'annule cela au nom de Jésus. Je le dis, c'est un décret, c'est une parole d'annulation. Donc, je te réponds du tic au tac. Mais parfait, il y a des paroles qu'on peut prononcer sans notre présence et qui peuvent agir sur nous. Là, maintenant, il faut faire recours aux prières prophétiques, annuler des décrets. Recours aux prières, tout comme et s'il le fait lui-même, ça n'aura pas d'effet. Certains traditionnalistes pour annuler également ce qu'on a pu... Parfait, moi je ne conseille pas trop la voie des traditionalistes. Oui, c'est normal. Venant de vous, on comprend. Oui. Donc je préfère que, puisque c'est Dieu le Dieu que nous prions, je préfère, on doit faire recours à Dieu. Très bien. Merci beaucoup. Pierre Blaireau-Mec, nous avons un problème sérieux qui est posé sur cette table. Vous nous avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'avait pas encore argumenté, que avec ou sans cause, une parole de malédiction peut tenir sur un être humain. Maintenant, voilà donc un être humain qui défend la justice.
D'accord. Et maintenant, au nom de cette justice, vous nous dites que c'est sa maman, le maudit, cette malédiction-là peut tenir. Comment vous expliquez ce phénomène? D'accord. Il faut qu'on se prenne bien. Allons-y. Les ordres magiques sont de 3 catégories. La première catégorie que nous connaissons souvent, mais que nous n'identifions pas, s'appelle les élémentaux. Dans le cadre des élémentaux, il y a des choses comme la sorcellerie. La règle n'est pas respectée. Le deuxième ordre, c'est les invocations. Le troisième, c'est les conjures. Mais je m'arrête aux élémentaux. Si vous avez un parent sorcier, il peut vous faire du mal, qu'il ait raison ou pas. Ça, c'est ce que lui, il peut faire. Si vous avez un sorcier autour de vous, au niveau des élémentaux, il peut vous faire du mal, que vous ayez raison ou tort. Il y a ce qu'on a, dans la malédiction, il y a ce qu'on appelle les imprécations. On prononce des paroles qui maudissent. Maintenant, on peut annuler les élémentaux. Soit par les voies qu'ils ont choisies. Eux, ils parlent de la prière. Mais il faut dire ici aux Africains que tout ce qui est traditionnel n'est pas diabolique. C'est pas vrai. Je n'ai pas donné ce conseil à ce jeune homme en privé. Maintenant, je le donne aux autres Camerounais. Beaucoup d'enfants meurent parce qu'ils ont pitié de leurs parents. Beaucoup d'enfants meurent parce qu'ils ont pitié de leurs parents. Ça veut dire quoi? Bien évidemment, si vous vous défendez de quelqu'un qui vous fait, ou contre quelqu'un qui vous fait du mal, vous n'avez pas à vous soucier de ce qui va arriver à la personne. Si vous vous défendez contre quelqu'un qui vous fait du mal, vous n'avez pas à vous soucier. Oh, vous verrez que beaucoup réfléchissent en se disant, oh, si je fais ci. On va le faire. Toutes les malédictions, toutes les imprécations ne sont pas des malédictions. Si votre parent, celui qui vous maudit, ou ceux qui entendent la malédiction n'ont pas de charges négatives, il n'y a pas malédiction en tant que telle. Sauf si le fait pour lequel on vous maudit, lui, il est un fait de malédiction. Ça veut dire quoi? Si vous avez tapé sur votre maman ou sur votre père, même en cachette, qu'elle ait dit quelque chose ou pas, vous êtes déjà maudit. On n'a pas besoin de dire. Vous êtes déjà maudit. Donc, vous êtes maudit. Maintenant, quand quelqu'un dit par colère quelque chose, si lui-même est négativement chargé, l'esprit qu'il habite va se charger de réaliser ce qu'il a dit. Si les gens qui entendent, il y a des méchants parmi eux, ils vont se charger de faire réaliser la chose. Ce qu'il faut faire, soit voir des hommes de Dieu sous le modèle occidental, soit voir des hommes traditionnalistes pour renvoyer avec tous les effets boomerang sur celui qui a prononcé la parole. Parce que ça ne va pas aller se balader nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut que la charge karmique qu'elle a fait porter à son fils, on la lui renvoie. Ça peut aller jusqu'à la foudroyer. Elle peut en mourir. Donc, ces paroles, elle s'est déshabillée et les gens ont vu. Parmi ceux qui ont vu, il y a des gens qui font... Voyez un peu un phénomène en Afrique, celui qu'on appelle l'inceste. Observez que quand l'inceste n'a pas été découverte par l'extérieur, les choses se passent normalement dans la vie des gens. Mais dès que c'est connu, il y a des conséquences. Non, c'est parce que les sorciers donc récupèrent et agissent. Donc, quand ça se fait dans le secret, ça continue. Ça passe. Mais quand c'est connu, les effets. Donc, je demande à ce jeune homme et à d'autres de se rapprocher de toute personne suffisamment initiée pour renvoyer les effets karmiques de la maman sur elle-même. On n'a pas à demander pardon à une telle maman. Aucunement. Vous vous mettez du côté de la justice et vous restez du côté de la justice. Lui demander pardon, ça veut dire s'aligner du côté de l'injustice. On n'a pas... Non. On a à tout faire pour qu'une telle maman soit précipitée dans les abîmes de l'enfer. Est-ce que vous vous rappelez que ce jeune homme vous dit, et je suis séduit parce que je ne lui avais pas promis de faire la dénonciation. Mais pendant que je la faisais, il m'a écrit pour me dire merci mon grand frère pour la dénonciation. Donc, je dis ceci, vos cœurs là, ma mère, c'est elle qui... Oui, il y a beaucoup qui élèvent les poules à la maison pour les manger. Le mensonge qu'on entend souvent, c'est qu'elle n'a pas mangé quand on ne mange pas les poussins. Le sorcier élève son enfant, quand il est mûr, il le mange. Il faut mieux l'engraisser. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que comme j'ai grandi, est-ce que ma maman qui m'avait vu quand elle faisait... Si elle voulait me manger, donc, quand tu es donc déjà mûr,
tu commences à voir que mon patron veut me manger. Tu manges ton patron. Ok, merci beaucoup, hein, Pierre Blériot, Niemek. C'est que nous allons dire globalement, Pierre Blériot l'a déjà dit, si vous êtes sûr et certain que vous êtes du côté de la justice ou alors du lieu de la vérité, restez-y. On ne demande pas pardon à ce genre de maman sorcière. Nous prenons une autre touche pause. Bon retour sur le plateau des démineurs de l'information. Nous allons lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour Perfecto. Niemek, c'est un savant. Il est un modèle car avoir Pierre à tes côtés, c'est vivre dans la suite de Jésus quand il était sur terre. C'est Polomba Sanglima. Wonderful. Autre message ce jour. Bonjour Monsieur Parfait ici. Très ravi de vous suivre ce jour à propos de la dénonciation que le jeune homme se cherche un nouveau boulot et oublie les histoires de malédiction de cette maman sorcière. Bonjour. Oh là là, c'est un long message, hein? Vous pensez qu'on va vraiment lire tout ce message? Bonjour Monsieur Parfait ici et à votre panel. J'ai un souci avec le titre enseignant de génie civil. Ce titre n'est pas très exact parce que le génie civil n'est pas une leçon mais un domaine d'études composé de plusieurs disciplines. On peut citer le calcul de structure, la résistance des matériaux, le dimensionnement et bien d'autres. Donc Monsieur l'enseignant devrait clarifier la discipline qu'il enseigne dans le génie civil. Il ne saurait se présenter comme enseignant de génie civil, ça ne fait pas très sérieux, cordialement. Ce que dit ce Christian-Marie B. Petroleum Ingénieur. Alors, je suis un peu embrouillé là. Alors, vous avez une réponse à donner, Bertrand Armel? Oui, parfait, mais c'est vraiment grave, hein. C'est très dangereux ce SMS-là. Parce que, oui, c'est très dangereux. Parfait, je répète, je suis enseignant de génie civil. Et dans le génie civil, nous avons plusieurs matières. Donc, je ne saurais dire que je suis enseignant de génie civil et j'enseigne toutes ces matières-là. Mais sauf que, maintenant, lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'un établissement et que nous sommes peut-être 7 professeurs, il faut se repartir les tâches. L'autre enseigne la mécanique, l'autre enseigne la géotechnique, l'autre enseigne la topographie. Mais à la base, je suis enseignant de toutes ces disciplines-là. Là, la formation, comment on appelle la formation? Quand vous allez à l'école, vous faites une formation de quoi? Bâtiments et travaux publics, c'est mon option. Ouais, un peu non parfait. Donc, j'enseigne la mécanique, donc les différentes, ce qu'il vient de citer là, ce sont des matières. Donc, en fait, je ne saurais dire que je suis enseignant de mécanique, ça ne se dit pas. On ne dit pas que je suis enseignant de topographie. Je suis enseignant de génie civil. Merci beaucoup. Hein. Oui. Certainement qu'il va revenir à la charge. S'il est aussi enseignant. Parce que qu'il vienne enseignant des choses. Ne prenons pas des gens du quartier. S'il est enseignant, il vient donc dire que dans notre métier, il n'y a pas les enseignants de... Voilà. Mais attends, mais pas fait. Franchement, c'est vraiment grave. Non, c'est les médias. Il faut te préparer. Il faudrait... Non, je ne mets pas les organes. Il faudrait vraiment que les gens s'informent. Sérieux. Donc, laisse. C'est grave. Voilà. Le ministre de l'enseignement secondaire me reconnaît comme enseignant de génie civil. C'est compris. Voilà. On va continuer à lire des messages. Bonjour. Ça fait quand même rire. Chez les Bantous, de telles malédictions devant la vérité sont nulles et non avenues. Que ce jeune homme ne s'inquiète pas. Plutôt, ça va se retourner contre sa mère. C'est monotone à Ebolova. Nous allons prendre maintenant le message du côté de l'option WhatsApp. Parce que là, on avait un petit souci avec notre WhatsApp nouvelle génération. On dit bel et bien enseignant de génie civil. Ah, voilà quelqu'un qui vient dire la rescousse. Non, vous voyez qu'il y a toujours des gens, quand ils te voient à la télé, tu l'énerves d'abord. Comme le garçon est bien habillé, il va te dénigrer parce qu'il faut qu'en rentrant, les filles disent que il n'y a rien de bon. C'est comme ça les Bonjour à vous sur le plateau. C'est un plaisir de vous suivre tous les matins et surtout chapeau Monsieur Blériot pour ces analyses qui édifient. Serge depuis au Fougerolles. Bonjour El Perfecto.
et aux invités pour la dénonciation. Je suis d'accord une fois de plus avec notre consultant. C'est une femme méchante, incroyable. Perfecto, hier soir, il m'est venu une idée bizarre. Je crois que nous parlons plus de ceux qui font l'histoire et non de ceux qui la subissent. Alors, j'ai écrit ceci. Je rêve de nos pères, nos guides et repères. Le temps n'a toujours pas gommé tous leurs combats gagnés. Pensons-nous encore à Césaire ou à Senghor? Où ont-ils été oblitérés? Je le dis avec tristesse et gravité. Qu'en est-il du temps de l'esclavage, la cause de notre actuelle rage, la rage des colonisés face à tous ces faux bergers? Mais il est temps qu'on se réconcilie et attend avec notre si grande histoire porteuse de notre ineffable espoir. C'est Loric. Le jeune Loric, hein? Il n'a que 19 ans. Il essaie de nous essouffler sur ce plateau. Félicitations Loric. Autre message, bonjour à vous. À propos de la dénonciation, je pense que la vie est codifiée par le grand livre et qu'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu dit ceci: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Cet enfant est peut-être victime des paroles de sa maman, mais ce triste épisode est peut-être une preuve à laquelle Dieu veut le soumettre pour le promouvoir. Et sa mère est juste une actrice de cette épreuve. Pensons à Job, qui n'avait rien fait de mal, mais sur lequel le sort s'était acharné. Tout le monde pensait qu'il payait un mauvais karma, que non, Dieu l'éprouvait juste. Et la suite de Job, on la connaît. Que ce petit reste dans la vérité et la justice. Dieu qui est juste s'en souviendra. Très bon message, hein? Autre préoccupation ce matin, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour, monsieur Aïssi, s'il te plaît. Depuis, je cherche à voir monsieur Blérieux, mais je ne sais pas par quel moyen. Aidez-moi, s'il te plaît. Moi, c'est joli Fender là. Vous voulez vraiment que je vous donne une réponse avec une question de blagueuse? Je dis, vous voyez quelqu'un tous les jours, vous connaissez là, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. Blérieux est au Bangladesh, donc on va essayer de voir si on peut avoir le billet d'avion pour te donner. Bonjour au Michael Jordan du micro. Cette mère n'en est vraiment pas une. C'est une malédiction pour sa famille et tôt ou tard, elle recevra la riposte qui cette fois s'y viendra du ciel. Bonjour spécial à Nancy Inmankulada, Jules Hervé Fomant depuis Bata. Oui, c'était le 240. Bata, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour Perfecto, on est enseignant de génie civil, option bâtiment et travaux publics. Hervé Bassi depuis Douala. Une autre confirmation. C'est à moi le moment que notre ami a un autre problème. Il a un autre problème. Il a un autre problème au quartier. Vous avez discuté ici. Tu as gagné. Tu as gagné. Et toi, tu es à la télé, il va te finir. Très bien habillé. Voilà, c'est comme ça. Bonjour, parfait. On dit bien enseignant de génie civil, tout comme on dit enseignant de génie électrique, qui comprend plusieurs matières telles que l'installation électrique, la commande des machines, l'électronique de puissance, etc. C'est Antoine depuis Ekounou. Décidément. Je vous ai dit que les gens qui regardent Espace Mini, parfois ce sont des connaisseurs. Et habituellement d'ailleurs, si vous voyez, ils regardent, ils ne disent rien. C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent. Et si vous voyez, ils ne disent rien, c'est parce que pour l'instant, ils pensent que c'est comme ça. C'est bien. C'est bien, ils n'ont rien à dire. Mais dès que vous sortez de la piste, les gars te regardent. Voilà que, parce que j'en suis persuadé, tous ceux qui écrivent là sont bien. Ce sont les enseignants. Il faut dire que parfois, c'est pas parce que la personne est de mauvaise foi. Ça peut être que la personne ne connaît pas. Mais quand tu ne connais pas, tu demandes. La manière d'écrire tout à l'heure était une manière de humilier l'invité. Oui, mais j'en profite justement parce que je suis aussi enseignante. Et généralement, quand je dis enseignante, on sait que je suis architecte. Mais on vous demande encore, vous enseigner quelle matière? Non, c'est différent. Non. Vous êtes enseignant professionnel. Vous faites les enseignants professionnels, n'est-ce pas? Les enseignements professionnels, c'est autre chose. Je suis aussi enseignant. Quand vous êtes enseignant, par exemple, de langue, on peut dire que vous êtes enseignant des langues anciennes. Mais ils sont dans un domaine qui a des branches. Quand il dit je suis enseignant de génie civil, vous dites qu'il n'est pas enseignant de génie civil. Vous citez les matières.
il y a problème. Et vous voulez Ça peut être comme lui-même, il ne connaît pas. Lui-même, alors, il revient, donc il écrit « Je m'excuse ». Le garçon est bien habillé, il est beau, et puis il est enseignant de génie civil. C'est pour ça qu'il y a Merci des gens qui beaucoup. ne peuvent pas connaître. Je pense que non, vraiment, ça nous perd du temps pour rien. On a tranché le débat, on revient aux choses plus importantes. Parce que ce matin, nous devons nous pencher sur ce phénomène d'effondrement d'immeubles au Cameroun. Vous voyez que, madame, c'est plus important parce que ça tue des gens, ainsi de suite. Bon, maintenant, celui qui se tord les méninges là-bas, c'est pas important. Et je vais encore, malheureusement, repasser la parole à Bertrand Armel, Bama, l'enseignant de génie civil, pour qu'il puisse nous dire quel est le processus pour bâtir une maison, un immeuble au Cameroun, surtout au niveau des zones urbaines. Est-ce qu'il y a un processus d'abord à mettre au préalable sur pied? Merci, parfait. Je vais dérouler le processus. Lorsque un individu lambda veut bâtir une maison, premièrement, d'abord, il doit aller voir un géotechnicien. Je dis premièrement, parce qu'il peut se faire une idée, il dit, je veux un RE+4. D'autres courent d'abord vers l'architecte. Non, il faut d'abord aller chez le géotechnicien. Le géotechnicien viendra donc sur le terrain faire des études, les études du sol, pour déterminer la capacité portante du sol. C'est à partir de cette capacité portante du sol qu'il pourra te dire que ce sol qui peut supporter un bâtiment de 4 niveaux, 5 niveaux, 6 niveaux. Et là maintenant, tu te diriges vers ton architecte. Tu dis donc à l'architecte, j'ai un terrain de ce côté-là, j'aimerais réaliser un bâtiment de 3 niveaux. Déjà avec l'expertise du géotechnicien au préalable. L'architecte se déplace également, il vient sur le terrain parce qu'il doit voir où positionner les fenêtres, comment positionner les portes, les voies d'écoulement d'eau, les canalisations et tout ça. On prend ça en compte. Ce n'est pas que tu restes chez toi, tu peux voir l'architecte, fais-moi le plan. L'architecte prend le plan, il te donne. Il ne connaît même pas. Parfois, il y a d'autres architectes qui sont de mauvaise foi. C'est-à-dire, il te fait simplement le plan, il te donne. Donc, vous voyez donc, ce processus, l'architecte conçoit donc un plan déjà étant sur le terrain. Et là, maintenant, tu recrutes des techniciens qualifiés qui vont venir donc réaliser ce travail-là. Merci beaucoup. Je passe justement la parole à l'architecte. On commence à comprendre très rapidement, Madame Mipo, que par moment aussi, comme l'a dit notre enseignant de génie civil, il y a des architectes qui ne sont pas sérieux. Peut-être la recherche du gain, on le contacte simplement pour un plan, ici de suite, et lui s'en va. Il n'y a rien de préalable. Comment comprendre ce phénomène? La faute à vous, quelque part, d'abord, c'est aux architectes. Merci parfois de me passer la parole. Je voudrais dire, c'est dit comme ça que les architectes ne sont pas parfois de mauvaise foi. Je dis c'est... On n'a pas dit vous, hein? C'est de manière générale. Justement, je suis en train de répondre. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Peut-être lui, il est professionnel, mais il y a des gens qui nous regardent. Il m'arrive parfois, quelqu'un me dit, j'ai mon projet, il y a un architecte qui a travaillé dessus. Et puis vous lui posez la question de savoir, est-ce qu'il est inscrit au tableau de l'ordre des architectes? Il vous regarde, ou bien vous lui demandez quel est son numéro d'ordre au tableau de l'ordre. Il ne peut pas vous répondre. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien qu'on dise aux gens qui a le droit d'exercer la profession d'architecte au Cameroun. Il faut avoir été formé, il faut avoir fait un stage, il faut être inscrit au tableau de l'ordre des architectes camerounais. Donc, le tableau de l'ordre, on l'a dans les mairies, on l'a sur Internet. Donc, quand vous dites, je suis allé vers un architecte, rassurez-vous véritablement. Parfois, il y a des imposteurs. Ils sont nombreux dehors. Et généralement, on va justement vers ces charlatans qui ne sont aucunement des architectes. Alors, quand on décide donc de se construire, parce que il a dit tout à l'heure qu'il faille d'abord commencer par le géotechnicien. Ça dépend de la taille de l'édifice qu'on veut construire. Parce que, par exemple, dans la loi de 2004 qui régit le code d'urbanisme au Cameroun, si vous voulez construire à partir de R+2, déjà 3 niveaux, vous devez faire des
l'étude géotechnique. Ça veut dire si j'ai besoin de construire une villa, j'ai pas besoin d'aller chercher un géotechnicien. Je vais vers l'architecte qui est ici comme le chef d'orchestre dans le métier, le métier de génie civil de construction, si je peux dire ça ainsi. Parce que au Cameroun, l'architecte a la responsabilité décennale, c'est-à-dire pendant 10 ans, vous portez la responsabilité. Mais là, il faut préciser encore que cette responsabilité, c'est si et seulement si il suit justement le projet du début jusqu'à la fin. Parce que si vous venez voir un architecte, il vous fait un avant-projet sommaire. Et vous décidez d'aller donner à votre oncle parce qu'il est maçon pour qu'il construise, mais s'il y a des dégâts, vous n'allez pas accuser l'architecte. En France, par exemple, je vous dis, pour construire même un kiosque, vous devez faire appel à un architecte. Et l'architecte porte la responsabilité pendant 30 ans. Pour vous dire que l'architecte ne va pas dans s'amuser dans un projet, sachant que avant 30 ans, s'il y a un souci, il est interpellé. Et c'est pour ça que vous allez voir, dans d'autres pays, malheureusement au Cameroun, on n'a pas encore de cabinets d'architecture, on a peut-être 5-10 architectes. Mais au Nigeria, vous avez des cabinets d'architecture où on a 30, 35, 40 personnes qui travaillent dans le même cabinet parce que chacun a son domaine. Et maintenant, quand on parle de bâtiment, il y a différents corps d'État. Vous allez voir dans des cabinets, des bureaux d'études où on a les ingénieurs, on a des électriciens, on a en fait tous les corps d'État représentés et puis on travaille justement donc en synergie pour produire un travail de qualité. Malheureusement, le triste constat est qu'au Cameroun, généralement, on fuit, on dit l'architecte est cher. On préfère aller faire moins cher. Et j'aime bien prendre cet exemple. Vous dites à quelqu'un, vous allez payer pour l'étude architecturale de votre projet RE+10, vous allez payer peut-être 10 millions. Il vous dit c'est cher. Et il vous dit j'ai quelqu'un qui m'a fait cela à 1 million ou à 500 000 francs. Mais logiquement, mais il faut être un charlatan pour croire que c'est possible qu'on vous fasse une étude pour un projet de cette taille-là, à ce montant. Pour qu'un projet architectural, c'est-à-dire que quand on dit construire une maison doit bien fonctionner, doit tenir debout et sur un sol solide. Pour vous dire que, justement, il faut penser, si on est déjà, on construit déjà en hauteur, faire appel aux géotechniciens. Au moment d'implanter, il faut penser aux géomètres ou aux topographes. Au moment de la structure, l'architecte a pensé de belles formes, il faut que ça tienne. Il faut faire appel à l'ingénieur de génie civil pour dimensionner. Maintenant, quand on va regarder la fonctionnalité et tout ça, il faut le travail de l'architecte. Maintenant, il faudrait donc se rassurer à chaque fois que chacun, effectivement, a joué sa partition. Quand vous dites donc que vous avez payé une étude à 500 000, attendez, un point d'étude de sondage coûte combien? Pourquoi vous dites qu'on a fait toute une étude à 500 000, que vous croyez que ce soit possible? Vous payez l'ingénieur de génie civil à combien pour qu'il puisse dimensionner? Faire la note de calcul et tout ça. Donc, il faudrait bien qu'à un moment, que les gens soient raisonnables. Que les gens soient sérieux. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Cette émission est extrêmement pédagogique ce matin. Voilà pourquoi je vais repasser la parole à notre enseignant de génie civil. Pierre Blériot va souffrir de ne pas vite parler, y compris la dame du PCRN. Alors, Bertrand Armel, vous êtes au courant comme tout le monde, vous suivez l'actualité. Il y a quelques jours, un immeuble s'est effondré du côté de Douala. On parle maintenant d'une trentaine de morts. Certaines sources parlent même d'une cinquantaine de morts. Parce que les chiffres ne font que grimper. 2 jours plus tard, c'est-à-dire hier, un autre immeuble, un R+4, s'est également effondré du côté de Ngaoundéré, laissant également sur le carreau des morts. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un immeuble qui n'a même pas de 3 ans de vie ou 5 ans de vie, bref, moins de 10 ans de vie, puisse s'écrouler? Ok, merci, parfait. Je vais là vous donner les différentes causes. La première, j'ai d'abord énuméré la première, puisqu'on parle des immeubles. Que premièrement, lorsque l'étude du sol n'a pas été menée, et en vue de la détermination de la capacité portante du sol, qui va nous orienter sur le type de fondation qu'il faut. Parce qu'on ne fait pas seulement, il faut le type de fondation et le nombre de bâtiments que le sol peut supporter. Deuxièmement, parfait, il y a aussi la mauvaise qualité des matériaux de construction.
vous allez voir que sur le marché, il y a déjà de la contrefaçon. Et des gens préfèrent le moins cher. Ils disent que non, là-bas, c'est moins cher, donc je m'en vais prendre là-bas parce que c'est moins cher. Et parfois, même parfois, d'autres falsifient même les certificats d'authentification. Lorsqu'il y a des dessins, tu as l'impression que non, c'est bien authentifié, pourtant c'est falsifié. Donc, il y a de la contrefaçon dans ces matériaux-là. Troisièmement, parfait, il y a la mauvaise foi, c'est-à-dire les erreurs des ouvriers. Vous voyez quelqu'un qui doit mettre 8 sacs de ciment, mais il met plutôt 5 sacs de ciment. Et il économise, il va aller vendre. Généralement, ce problème est la résultante, en fait, ce problème qui vient généralement lorsque le promoteur préfère prendre des gens du quartier. Parce qu'il dit que si j'appelle Bama Bertrand pour travailler, il va être cher. Donc je préfère prendre un petit frère du quartier. Mais vous-même aussi, commencez aussi à avoir des prix raisonnables. Vous aussi qui êtes dans le génie civil, là, des architectes et autres. Quand quelqu'un, lui, n'a que 50 millions, il faut construire quelque chose qui ressemble. Alors, vous, pour une petite étude, comme l'architecte vient de dire, il faut d'abord enlever 10 millions. Voilà, l'autre, le géotechnicien, prend 5 millions. Maintenant, le topographe prend 8 millions. Finalement, tous les 50 millions finissent. C'est vrai, parfait. Mais non, parfait. Il est vrai qu'il y a des fondations qui peuvent coûter la moitié du prix de tout le bâtiment. Oui, oui. Parce que plus sont moins, plus sont descendent. Exactement. Oui, oui. Et vous voyez donc, on peut faire prendre ces petits frères qui vont venir faire du mauvais travail. Voilà aussi. Donc, pour nous résumer, la cause des écroulements des immeubles. Je vais chuter avant un dernier point. Oui. La charge également. La charge peut être plus lourde. Il y a des gens qui, au départ, ont prévu R+2. Mais après avoir peut-être gagné un pari foot là de 15-20 millions, il dit que non, je dois encore ajouter 3 niveaux. Vous voyez, non, parfait. Exactement, parfait. C'est comme un bébé, terre à terre. C'est comme un enfant. Vous prenez une charge plus lourde. Vous dites à un bébé de porter. Le bébé ne pourra pas supporter la charge. Donc, c'est un bâtiment qui s'écroule à cause de cette charge-là. Au départ, tu as prévu R+2, après tu as transformé plus tard. Donc voilà aussi l'une des causes également de ces effondrements-là. Donc je vous ai cité, je vous ai énuméré 4 causes de ces effondrements. Ok, on a suivi les techniciens, on a suivi les experts. Maintenant, nous allons suivre les analystes. Pierre Blériot, ils sont méthodiques. En ouvrant ce programme ce matin, je parlais d'une trilogie, c'est-à-dire que l'État, les promoteurs, donc les propriétaires d'immeubles et les techniciens qui dérangent le plus. Non, tout le monde dérange. Les Camerounais d'aujourd'hui roulent sur les routes d'hier avec les voitures de demain. Tout le monde dérange. Nous avons vu les maisons chez les Blancs et nous voulons avoir exactement les mêmes maisons. Nous ne nous sommes pas demandé comment l'architecture a évolué chez les autres. Vous voyez même des gens qui construisent déjà au village, là où ils ont des hectares de terrain, des maisons R+, ceci, cela. Le m'as-tu vu? Oh, il a un triplex au village, sur une colline. Vous parlez de la cherté des études. Non. C'est qu'en fait, l'impressionnisme nous habite. Quand vous voulez avoir une maison de 50 millions, ce n'est pas la maison seule qui coûte 50 millions. Vous devez vous imaginer, vous devez comprendre que dans 50 millions, la part qui reviendra à la maison proprement dite est par exemple de 33 millions. Un exemple. Et donc le reste ne sera pas dans la maison elle-même. Et c'est ça la sécurité de la maison elle-même. Donc, si vous voulez que la part de la maison soit de 50 millions, vous devez disposer de plus de 50 millions. Mon adage de début dit quoi? Contrairement à ce que l'enseignant de génie civil a dit, il n'y a pas que les gens qui ont gagné les paris foot. En Afrique, au Cameroun, les gens n'ont pas thésaurisé l'argent de la construction. Ils construisent au fur et à mesure que l'argent vient. À partir de là, leurs idées peuvent être modifiées au gré de l'arrivée de l'argent. Très peu de personnes ont
tout l'argent dont elles ont besoin, Caser quelque part et lancent la construction. Non, chez nous, c'est la débrouillardise. Un peu. On a eu 1 million, on lance. Au départ, Et le passant que avant même de regarder en hauteur, au départ, c'était 2 chambres, cuisine, salon. Bon, là, ton cousin pouvait encore. Il est venu, il a tracé. Chemin faisant, on t'a nommé DG. Tu as dit que non. Un DG ne peut pas vivre dans 2 chambres, cuisine, salon. Et puis tu dis au cousin toujours, là, est-ce que tu ne peux pas agrandir ça? Agrandir. Il a grandi. Quand je le dis, il y a un problème de dimensionnement. L'architecture travaille sur plusieurs choses. Les orientations des vents et autres. Beaucoup d'aspects. Vous êtes dans des maisons quelquefois qui surchauffent. Effectivement. Vous ne savez pas pourquoi vous dites que votre oncle qui était passé là est sorcier. Alors que votre maison a été mal orientée. Elle va du côté qui vous donne de la chaleur. La position des vents, La position soleil, et tout tout ça. cela. Votre cousin, lui, il a dimensionné la maison. Maintenant, quand vous êtes en train même de l'élargir, vous n'êtes pas en train de tenir compte de beaucoup d'éléments. Ensuite, il y a la contrefaçon dans les identités. Vous voyez, beaucoup de personnes ont des études et là, on interpelle la responsabilité de l'État. Beaucoup de gens se présentent à nous comme architectes. Nous n'avons peut-être pas la prudence de leur demander leur numéro. Mais beaucoup ont fait des plans de construction. Il y en a même qui font de la sous-location des travaux des autres. C'est-à-dire, le monsieur, moi, je me dis qu'il est architecte, je vais voir madame. Et elle aussi, comme elle n'a pas de clients, je lui dis, non, maman, dessine un truc là. Mon type, là, il veut ça. Bon, elle est architecte, elle me dessine un truc là. Bon, je lui donne sa part dans l'affaire là. Mais elle n'a pas fait ce que l'enseignant... Elle n'est pas allée sur Elle le n'est pas terrain. allée sur le terrain, ainsi de suite. Alors, il y a que nous tous, nous vivons dans une société de paraître d'exhibition. Non. Beaucoup de terrains, par exemple, ne sont pas aptes à accueillir les immeubles très porteurs. Bon, vous ne saurez pas s'il n'y a pas un géotechnicien. Vous ne le saurez pas. Non, parce que les gens ont fait les R plus ceci. Vous aussi, vous décidez de faire le R plus ceci. Dans vos lobby. Non, c'est au-delà des... Je parle même des têtes. Des simples Le dernier cas qui arrive. Oui, le dernier, on chutera. Et parfois ici, les spécialistes sont là. Il existe dans l'architecture ce qu'on appelle les travaux sous œuvre. Les travaux sous œuvre, c'est qu'une maison, par exemple, avait déjà été faite. On veut la refaire. Peut-être c'est une maison simple. On veut en faire un duplex aujourd'hui. Il y a une technique particulière qu'il faut utiliser pour que la maison devienne portante. On appelle les travaux sous œuvre. Merci beaucoup. Renforcer les semelles, les poteaux. Les experts vont nous expliquer encore mieux là tout à l'heure parce que nous sommes habituellement confrontés à cette affaire. Hein. C'est-à-dire, Madame Mipo, Parfait ici a construit une maison normale, ce que vous appelez vulgairement la villa. Comme le Blérieux aime dans l'audit, on a nommé Parfait ici DG. Peut-être que les choses sont en train d'entrer. Que le ciel nous écoute. Oui. Et subitement, il veut donc mettre l'étage. Et il appelle une fois de plus un technicien, parfois qui est son cousin, et dit, on peut lancer l'étage sur cette affaire, non? Bon, on va dire oui, bien sûr. Alors, est-ce que c'est d'abord quand même possible? C'est-à-dire que si vous avez d'abord construit une maison normale et un beau matin, peut-être 3-5 ans plus tard, vous voulez lancer l'étage. Si c'est possible, que faire? Oui, parfait. Ici, quand on intervient sur... Là, c'est une intervention sur l'existant. Et quand on parle d'intervention sur l'existant, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Est-ce qu'on parle d'une réhabilitation? Est-ce qu'on parle d'une extension? Est-ce qu'il s'agit d'une rénovation ou alors d'une restauration? Je ne comprends rien de tout cela. J'explique justement. Ce que moi je veux dire, c'est que j'ai ma maison, je vais mettre l'étage. Justement, je suis en train de répondre. Oui. Pour dire, j'ai une maison, peut-être... un pied-à-terre. Un pied-à-terre ou un plein pied. Et je veux faire je vais faire une extension. Oui.
il faudrait maintenant que je sache, parce qu'il y a des gens qui anticipent aussi. C'est-à-dire, à la base, on s'est dit, OK, je projette faire un duplex ou un 1+2 et qui font une fondation conséquente. Mais en ce moment, si vous me faites appel en tant qu'architecte pour me dire, j'avais fait une maison, un plein pied, et maintenant je vais faire un duplex ou alors un triplex, je veux que vous me fassiez peut-être un projet d'extension. Je me dois d'abord de faire une expertise pour me rassurer qu'effectivement, la fondation qui a été faite peut supporter la charge que vous voulez ajouter actuellement. Donc, le problème, justement, c'est que on a fait, et puis on appelle justement un technicien, ou alors on appelle, comme je le disais tantôt, un membre de la famille ou un petit qui est à côté de la maison. Non, parce vous n'avez même pas fait une fondation qui pouvait, mais vous voulez ajouter. C'est ça le problème. Vous renforcez la fondation. Voilà. Quand vous voulez Comment on la renforce? Pour renforcer la fondation, préalablement, il faut d'abord relever l'existant. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le plan de l'existant, quand bien même vous me présentez le plan de l'existant, il va falloir vérifier que la maison a été exécutée conformément au plan qui a été fait au départ. Et si vous n'avez pas de plan, il faut d'abord relever donc l'existant, et puis en fonction de la distribution de l'existant, voir à quel niveau peut-être il faut mettre un poteau, à quel niveau il faut mettre l'escalier pour aller à l'étage, et ainsi de suite. Voilà le processus. Merci beaucoup. Madame Sanama, vous qui êtes femme politique, ils sont également nombreux. Il y a une opinion de plus en plus pressante qui pense quand même qu'il y a la responsabilité de l'État qui est forte sur ce qui arrive au Cameroun ces derniers temps, l'effondrement des immeubles. Comment on délivre les permis de bâtir? Est-ce que ces immeubles qui s'effondrent du jour au lendemain ont véritablement bénéficié de ces permis de bâtir, de ce processus pour pouvoir être justement construits? Où est passé le rôle de l'État? L'État qui doit contrôler. L'État est-il devenu laxiste? Si l'État devient laxiste, où est-ce que nous pouvons aller? Le chemin devient très court parce que réellement, l'État devrait jouer son rôle dans tout ce qui se passe dans la société. Dans tout ce qui se passe à partir de la conception. Je me plais souvent à dire, quand la grossesse n'est pas encore visible, elle appartient à la femme. Mais quand elle est visible, elle appartient à l'État. Parce que tout le monde peut avoir l'œil là-dessus et vérifier que cet enfant est arrivé à terme et que cet enfant est né. Ce qui veut dire que chaque fois que le citoyen doit réaliser quelque chose qui doit refléter la beauté ou alors la force et la sérénité dans la société, il faudrait que l'État mette l'œil là-dessus. Et voilà pourquoi moi je pensais que l'une des responsabilités des propriétaires, ce que moi j'appelle les proprios, c'est justement de déclarer ou de demander l'autorisation à l'État avant de construire. Avant, on voyait souvent, je ne sais pas si ça existe encore, on voyait souvent sur les murs les grosses croix rouges à démolir. Et nous, en tant qu'enfants, on ne comprenait pas. Et si le propriétaire n'a pas demandé justement cette autorisation de bâtir, que doit faire l'État? L'État devrait descendre. En tout cas, au moins quand ce n'est pas un pied-à-terre et que c'est un chantier qui est en train de... Un chantier sérieux. Un chantier sérieux, parce que nous tous on passe sur la rue, on voit les chantiers qui montent, souvent on s'arrête, on fait comme ça, là on a l'impression que ça va tomber sur nous. L'État doit arriver sur les lieux pour constater. Est-ce que vous pouvez nous montrer les papiers? Est-ce que... Il fait son travail, il n'est pas venu... Quel papier? L'autorisation, c'est de ça que nous parlons, l'autorisation de bâtir. Le permis de bâtir, par exemple. Oui, montrez-moi, est-ce que pour que l'État puisse se rassurer que le processus a été respecté. Vous savez pourquoi l'architecte rit? Parce que nous sommes tous Camerounais, on se connaît en détail. Si on lève chocolat, non, dès que tu arrives, voilà, tu causes avec le propriétaire, vous quittez même le chantier. Il te dit non, laisse les gens travailler ici, allons là-bas. Même avec ce permis de bâtir même, je dis encore que même avec ce permis de bâtir, les gens trouvent toujours des moyens de contourner. Parce que parmi les éléments qui entrent dans la constitution de ce document-là, on demande toujours le plan. Mais là, ça doit être signé par un architecte qui appartient à l'ordre des architectes. Et également le calcul des structures, tout dimensionnement, tout, par un expert en génie civil. Mais parfait, il y a d'autres qui vont souvent chez l'architecte, je connais déjà tel architecte qui est dans l'ordre. Gars, pardon, prends ton truc, signe-moi ça. Bien sûr, ici,
D'accord. Non, mais l'essentiel, c'est que l'État fasse son travail. Je crois que c'est ce qu'il voudrait savoir. L'État devrait faire son travail, c'est-à-dire les personnes en charge de... Souvent, c'est les mairies. Hein. Voilà, c'est l'État en tout cas, c'est comme nous aimons dire. Vraiment. Alors, les personnes qui sont en charge de ce domaine devraient faire leur travail parce que le problème n'est pas seulement ceux qui vont habiter la maison. Vous savez Le problème qui travaillent dans nos mairies. Je vois souvent les anciens cueilleurs de vin de palme dans les villages. Mais c'est dommage, c'est pour cela que l'État... On ne met pas des spécialistes là-bas. C'est pour cela que la faute n'est pas seulement au niveau du propriétaire, ni du technicien, mais aussi de l'État. Moi, je partagerai la responsabilité. L'État qui a abandonné. Voilà, qui a reçu un petit pourboire et qui a laissé faire. On va lire les messages. Hein. Madame Mipo, vous aurez la parole tout à l'heure. Je vois que vous avez d'autres précisions. Alors, bonjour parfait, il y a tout ton panel. Pierre Blériou-Niemek est un homme sage. Je me demande pourquoi le président Biya ne le nomme pas SGPR. Du grand frère Fernand Gongo à celle de Pierre Blériou. Non, pas Blériou ne veut pas Gongo. Après, on va écrire là que... Pour le moment, celui qui est là, qu'il soit Autre, il dit qu'il a la capacité de ramener de l'ordre dans ce pays anarchique. Autre message ce jour, l'État est à 90% responsable, parce que je pense que nous sommes dans un pays où il y a des droits. Lorsque les gens bâtissent sans permis de bâtir, et tous les jours la communauté passe par là pour prendre leur enveloppe, s'il y a corruption à la présidence, c'est pas dehors que ça va échapper. Moi, je ne sais pas qui a corruption à la présidence. Vraiment. Le petit Atango n'a que 8 ans. Autre message. Bonjour à vous. Que pensent les experts des plans vendus sur Facebook? Je ne passe justement la parole, Madame Mipo. On a eu ces cas. Hein? On vend des plans sur Facebook. C'est justement le triste constat. Mais avant de répondre au problème des plans vendus sur Facebook, je reviens justement sur le permis de construire. La question du permis de construire. Pour dire que il faudrait que les Camerounais comprennent que l'établissement d'un permis de construire ne résout pas le problème d'effondrement des édifices. Parce que le permis de construire, à Yaoundé par exemple, c'est la communauté urbaine qui délivre le permis de construire. Et il délivre le permis de construire conformément à la loi de 2004 qui régit le code de l'urbanisme au Cameroun. C'est-à-dire ils sont dans leur posture de régulateur. Maintenant, vous êtes parti conformément au plan, comme l'ingénieur disait tout à l'heure. L'ingénieur a fait son travail, l'architecte a fait son travail, vous avez fait le plan de masse avec le géomètre et tout ça. Mais si le service technique ayant constaté justement que le travail a été bien fait, vous délivre un permis de bâtir et que sur le terrain, vous réalisez autre chose. Cela ne relève plus de la responsabilité de la communauté urbaine. Et on a vu des gens qui disent, ok, comme je vais construire R+10, comme je vais construire R+3, j'ai pas assez d'argent pour payer les 1% de quittance à verser à la communauté urbaine. Est-ce que tu peux donc faire plutôt R+1, c'est-à-dire on envoie plutôt un R+1 à la communauté. Mais il faudrait, je pense que les Camerounais ont un problème il faut sensibiliser, il faut éduquer la population. Parce que la vérité aussi, c'est que vous allez dans la rue, faire peut-être un public reportage dans la rue, vous allez vous rendre compte que sur 1000 Camerounais, peut-être vous aurez à peine 50 qui utilisent le mot architecte. Peut-être l'ingénieur encore, ça passe. C'est-à-dire que vous allez rarement voir, heureusement qu'aujourd'hui on a des écoles de formation sur place au Cameroun, parce qu'il y a de cela quelques années, tous nos architectes venaient d'ailleurs, ce qui fait que le contact avec la population n'y était vraiment pas. Et aujourd'hui, justement, on se rend compte que de plus en plus, on rencontre des architectes ou alors des étudiants en architecture. Maintenant, quand on revient sur la question des plans qu'on va retrouver sur Facebook, voilà, vous allez voir à 50 000 francs, vous avez un plan avec le devis et tout ce que ça comporte. Mais la question, c'est lui qui achète le plan. Vous achetez le plan pour en faire quoi? À l'époque, j'étais encore à l'école et quelqu'un m'avait justement abordé pour un projet. Il me dit, mon technicien m'a dit que mon projet ne peut pas entrer sur mon site.
Et quand j'ai regardé, je lui ai dit, en fait, le problème, c'est qu'il veut vous imposer un plan qui avait déjà été fait ailleurs. Il ne conçoit pas. C'est-à-dire, il prend un plan ailleurs qui veut venir poser sur votre terrain. Il le plaque. Voilà. Il faut, quand on vous vend un plan sur Facebook, est-ce que la personne a fait une descente sur le terrain, a fait une étude de votre terrain pour pouvoir, et je vais même jusqu'à dire aux gens, quand vous voulez même acheter votre terrain, vous avez besoin du conseil d'un architecte. Parce que vous pouvez acheter un terrain, vous croyez que vous achetez, vous trouvez quelqu'un qui se débrouille à peine, mais qui peut quand même acheter un terrain dans une zone marécageuse ou bien dans une zone à relief irrégulier et vous construire, mais seulement la fondation. Pour faire un mur de soutènement, ça vous coûte combien? Vous pensez avoir... Je pense à ça. C'est justement ça qui est dit qu'il y a besoin d'éducation. Parfois, ici, les plans vendus sur Facebook sont comme certains médicaments de certains praticiens. Voilà. Quand vous avez votre gonocoxie, vous ne savez pas si c'est la même gonocoxie que l'autre. Voilà. On dit seulement que ça, c'est pour la gonocoxie. Ça, tu engraisses des gens. On va te piquer des trucs. Ainsi de suite. Alors, donc, tu peux... Merci. Lisons encore quelques messages. Beaucoup de messages. Des gens qui posent des questions. Alors, bonjour Monsieur Parfait. Pour moi, la plupart du temps, la cause de ces effondrements est plus causée par les propriétaires et quelquefois les techniciens. Je cite déjà la clientèle camerounaise ne paye pas les techniciens. Et il y a un gros manque de confiance en les techniciens et les techniciens quelquefois devraient apprendre à dire non sur un travail puisque d'autres clients deviennent des architectes techniciens sur leurs travaux, c'est-à-dire l'architecture et le technicien recommande sur un immeuble 10 à 15 poteaux. Ce dernier vient et dit pourquoi autant? Mettez-moi 8. Donc il faut pas seulement voir les techniciens sur ces dégâts fréquents. C'est Adrien depuis Ekounou. Autre message, bonjour Perfecto, big up à ma sœur, c'est Nankam André depuis Yaoundé Mendong. Je ne sais pas quelle sœur, quelle sœur, nous avons deux femmes sur le plateau. Bonjour Perfecto. Et tout en panel, l'homme est mauvais, chantait notre célèbre bassiste Ntumba Minka. La dénonciation de ce jour met en exergue ce caractère négatif et regrettable de notre société. Merci. Je cherche les messages où on parle beaucoup plus des immeubles qui s'effondrent. Bonjour Perfecto, j'ai dénoncé mon voisin direct qui du jour au lendemain a improvisé un niveau au-dessus de sa maison sur des poteaux en béton coulé. Aujourd'hui, je suis son ennemi juré. En passant, si tu vois un maçon boire trop de grande Guinness et un plat de bouillon après le boulot, il faut savoir qu'il a volé un sac de ciment au chantier. C'est ça, il est DiCaprio de Garoua. Les étapes à suivre pour une bonne réalisation d'un projet de construction. Je pense que nous l'avons déjà dit. Nos experts sont revenus largement dessus. On prend notre message. Bonjour Parfait. Que l'ingénieur fasse attention et... Il faut faire très attention vous-même. Moi, je ne prends pas des gens ici pour prendre. Salut... Le GF des modérateurs. Je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire. Juste pour vous demander de continuer à nous édifier comme vous le faites chaque jour. Un salut spécial à votre consultant de tout temps et de tous les temps. Je vous rassure que la chaîne doit monter, 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 monter et remonter jusqu'à toucher le ciel. Pour parler comme l'autre, je dirais juste que le temps, merci. À l'époque, vous étiez l'homme au plus de 3000 débats modérés. J'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes déjà à plus de 20 000. Bon modérateur qui monte et qui monte encore. Votre admirateur depuis Belle Lurette. Merci beaucoup. Et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je repasse la parole à notre enseignant de génie civil. Avez-vous l'impression que pour l'instant, vous également, lorsque pas de responsabilité, soyez aussi un peu plus ferme lorsque vous devez réaliser un projet, parce que vous-même, vous laissez aussi aller. Je prends un exemple. Vous-même, vous savez vraiment que pour effectuer ce travail, il faut 5 millions. Vous l'avez dit au proprio, mais le proprio vous dit pas vraiment, petit frère, si tu prends 2 millions, tu fais le boulot. Maintenant, tu dis, hey, je vais laisser 2 millions. Si le grand frère donne-moi, et toi-même aussi, tu ne vas pas faire un bon boulot. Ok? Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Okay. La responsabilité aussi à vous, les techniciens. Oui. Friands d'argent. Bon, parfait. Ce que moi, je vais dire en ce moment à tous
mes confrères qui m'écoutent, moi, je préfère plutôt dire aux clients de mettre l'accent sur le matériel. Là-bas, je ne peux pas badiner. Si je te dis 20 sacs de ciment, ça ne se négocie pas. Parce que j'ai déjà mené des calculs et j'ai fait des études et j'arrive à 20 sacs de ciment. Mais maintenant, je peux encore négocier au niveau de la main-d'œuvre. Là encore, je demande à mes confrères de diminuer légèrement, d'être un peu souple au niveau de la main-d'œuvre. Parce que le matériel là, le matériel, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur le matériel. Et également, parfait, je veux également demander à l'État d'être souple. Pourquoi les gens fuient les études géotechniques? Parce que c'est très coûteux. Vraiment, c'est coûteux. C'est grave, parfait. Franchement, une étude géotechnique menée normalement coûte cher. Prenons le cas d'un immeuble R+4. Si on veut mener une étude géotechnique normale, elle peut être à peu près de combien? Bon, parfait, je ne saurais donner un chiffre. On ne pas d'estimation. Oui, bon, mais vous pouvez dépenser à plus de 800 000 francs. Bien sûr. Non, mais si vous voulez faire un R+4, est-ce que 800 000 francs, c'est beaucoup d'argent? Non, je dis vous pouvez dépasser à plus de 800 000 francs. Parfait. Mais si vous voulez faire un R+4, ça veut dire que vous êtes non, vous pouvez dépenser à plus de 800 000 francs. Plus même. Donc, vous pouvez dépenser à plus de 800 000 francs. Ce que je veux dire, parfait, c'est quoi? C'est que lorsqu'on s'engage déjà dans la voie de la construction d'un bâtiment sérieux qui va abriter des vies humaines, vraiment, on doit également être sérieux. C'est-à-dire, on doit se diriger vers des spécialistes qui vont venir faire des études. Le géotechnicien peut arriver et te dire que bon, pour cela, pour ton R+4, d'autres, il peut te dire 1 million, l'autre te dit 1,5 million. Parfait, il faut donner. Il faut donner parce que tu vas abriter des vies humaines. Et la vie humaine est chère. La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Madame Mipo, en un mot comme en mille, que voulez-vous que l'on retienne au sortir de ce débat qui portait sur ce nouveau phénomène au Cameroun des effondrements des immeubles avec plusieurs familles endeuillées? Je voudrais que ceux qui nous écoutent retiennent que le bâtiment est un élément de santé publique. Pour dire, ne regardons pas juste des immeubles parce que ça accueille du grand public, mais en commençant par une maison d'habitation simple. On a parlé tout à l'heure de la question d'orientation et tout ce que ça comporte. Pendant longtemps, dans nos grandes villes, principalement à Douala, on a vu des enfants être malades tout le temps. Et on a accusé des voisins d'être des sorciers. Mais quand vous allez dans ces maisons, vous vous rendez compte que les maisons ne sont ni éclairées, ni ventilées naturellement. Ça veut dire là, c'est normal que l'enfant qui vit dans une chambre où il n'y a pas de régulièrement malade. Soit régulièrement malade. Il faudrait que les gens prennent vraiment au sérieux cette question. Maintenant, quand on revient au niveau de la question qui nous réunit ici, la question de la responsabilité au niveau des effondrements d'immeubles au Cameroun. À qui la faute? À qui la faute, voilà. Répondez clairement. La faute principale revient aux techniciens qui exécutent l'œuvre. Tout a été dit. La faute principale revient aux techniciens qui exécutent. Parce que le maître d'ouvrage peut vous dire, mettez, par exemple, on a calculé la section de fer, il fallait le fer de 14, il vous dit, mettez le fer de 8 ou le fer de 10, vous refusez. Quand la communauté urbaine a délivré un permis de bâtir, c'est pas lui qui va venir sur le terrain pour dire que est-ce que ça a été fait. Et le maître d'ouvrage aussi se doit, s'il ne peut pas, puisqu'il n'a pas de compétences même pour venir vérifier la qualité du travail, il peut recruter un cabinet pour assurer la maîtrise d'ouvrage. Merci beaucoup. On retiendra ce matin effondrement d'immeubles au Cameroun, à qui la faute? La technicienne nous dit principalement aux techniciens. Cela signifie qu'il y a aussi des responsables. Les responsabilités sont partagées. Chacun a son niveau, mais celui qui exécute l'œuvre est le principal responsable. Merci beaucoup. On dira merci justement à Madame Sanama du PCRN qui était là ce matin. Merci à Madame Mipouan. Il faut dire que votre éclairage a été important dans le cadre de ces échanges, tout comme l'éclairage de notre frère Yami Bertrand Armel Bama, lui qui est enseignant de génie civil. Et pourquoi ne pas dire merci? Merci à notre consultant de tout temps et de tous les temps. Ne ratez surtout pas le journal de 12 h dans 7 minutes exactement. Ce
soir, 19h journal en anglais, 20h journal en français. Mais avant cela, vous aurez eu les Amazones dans presque 40 minutes. Mais également, n'oubliez pas, à 21h, Affiche Sport. Il s'agit d'un débat de sport avec Patrick Bala. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?